Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change. 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, j'accueille Malek Semar, fondateur de l'ONG No Water No Us, une organisation dédiée à la préservation de l'eau et à la sensibilisation sur son accès dans le monde. Il est aussi sur ces sujets-là, bien sûr, conférencier et industriel. L'histoire de mon invité commence dans un petit village sans eau ni électricité, un vécu qui façonne son engagement et qui, bien des années plus tard, le pousse à agir. Son parcours est aussi marqué par des épreuves, des décisions difficiles et des histoires qui l'ont transformé. Il nous raconte. Bonjour Malek. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Malek, pour commencer, vous avez, je le disais en introduction de cette émission, grandi dans un village sans eau ni électricité jusqu'à vos 9 ans, il me semble. Tout à fait. Quels souvenirs est-ce que vous gardez de cette période ? Alors beaucoup, parce que finalement, c'était une vraie liberté. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la privation de l'eau, mais en tout cas, en tant qu'enfant, moi, je l'ai vécu plutôt comme un moment de plaisir, donc des souvenirs entre cousins, entre enfants. Je dis cousins parce que finalement, c'était un petit village, donc tout le monde était un peu la même famille. Mais c'était un moment de liberté, donc on avait effectivement 1 heure pour aller chercher l'eau, 1 heure pour revenir, et puis surtout 1 heure pour jouer dans la forêt. Donc c'était plutôt des bons souvenirs, et énormément. Donc que ça soit en famille, parce que j'étais moi avec ma mère et mon grand-père, puisque mon père était venu en France avant ma naissance. Et on l'a rejoint, comme tu l'as dit, j'avais un petit peu 2 mois, à 2 mois après, j'avais 9 ans. Oui, et donc ce trajet finalement, c'était plus un moment de partage qu'une contrainte. Tout à fait, tout à fait. Alors c'était un moment de partage au moment d'y aller, de jouer, etc. Mais il fallait le faire très souvent. Donc, c'était tous les jours en fait. Exactement, la contrainte était d'y aller souvent. Alors tous les jours peut-être pas, mais plusieurs fois par semaine oui, parce que de l'eau on en a besoin, pas uniquement pour boire, parce que 2 litres suffisent, mais pour tout faire, pour nettoyer, pour laver, etc. Pour les animaux, puisque on vivait avec les animaux aussi. Les animaux ont partagé le même salon, c'était un moyen de se chauffer, parce qu'il n'y avait pas d'électricité non plus. Donc, partage, oui, parce que finalement, quand tu as porté ta propre eau, tu connais la valeur de chaque goutte. Donc, je pense que ces 9 années m'ont permis d'apprendre la valeur de la rareté et du partage. Et les contraintes, c'était le fait de devoir y aller souvent, le fait de devoir surveiller, parce que on ramenait de l'eau, et puis parfois, en tant qu'enfant à 5 ans, on prenait le bidon et puis on buvait. Et puis les adultes nous tapaient dessus parce que l'eau s'abîmait plus vite, en fait, une fois qu'on avait mis des microbes. Et ce trajet, ça représentait quoi, 1 heure ? Un peu plus aller-retour. Je pense qu'il y avait, je dirais, quasiment 1h30, 1h30 à 2 heures quasiment aller-retour à pied. Parfois, on avait l'avantage d'y aller avec un âne, donc on allait un petit peu plus vite. Et donc plus tard, vous grandissez en France. Tout à fait. Quand est-ce que vous avez réalisé que l'accès à l'eau serait votre combat ? Alors, 2 événements. Une rencontre. Mon associé aujourd'hui, Jacques Monmeux, avec lequel on est associé dans France Industrie Assainissement, la société qu'on porte sur les enjeux liés à l'eau. Donc je l'ai rencontré en 2017, on s'est associé en 2018. Son expertise, en fait. Il avait une énorme expertise. Moi, j'avais toujours beaucoup lu sur l'eau. Et suite à sa rencontre, je me suis formé, en fait, je me suis intéressé d'un peu plus près techniquement à l'eau. Donc j'ai passé un diplôme à l'Université de Genève et j'ai découvert que 80% des eaux usées étaient rejetées dans la nature sans traitement. Et ce chiffre m'a rendu fou. Mais parce que cette formation à l'Université de Genève, donc, elle s'inscrit dans cette passion eau, entre guillemets. Tout à fait. Mais qui se matérialise quand la première fois, je veux dire, avant ça, vous étudiez, qu'est-ce que vous faites ? Avant ça, moi je suis dans les télécoms initialement, donc ingénieur télécom de formation. J'avais mon propre opérateur pendant longtemps. Et, donc cette rencontre et cette formation, en fait, c'est une prise de conscience et tout s'est lancé quasiment en parallèle. L'ONG, la société, je pense que quand tu ne fais pas semblant avec une activité ou une matière ou peu importe, ou un business, tu comprends les choses 10 fois plus vite, tu peux faire 100 fois plus. Donc c'est pour ça, je pense que c'est... Et c'est vraiment d'avoir entendu ce chiffre, 80% des eaux usées sont rejetées sans traitement, qui a fait tilt et qui vous a donné envie de vous consacrer au sujet eau. Tout à fait. Le projet industriel, c'était la rencontre avec Jacques,
Mais effectivement, ce chiffre-là, ça a été un petit peu comme une révélation. Et j'ai lu tout ce qui parlait de l'eau. J'ai lancé l'ONG parce que l'idée était de dire, je crée une industrie, une fois que j'ai de l'argent, je reverse et puis je fais une association. Et puis je me suis dit, non, je vais rendre maintenant ce que je n'ai pas encore gagné parce qu'il y avait vraiment cette folie de dire, on va sauver l'humanité parce que 80% c'est trop. Bah écoute, on va tout faire pour Mais réduire donc le tilt, il est instantané de faire de cette prise de conscience une démarche entrepreneuriale. Tout à fait. C'est instantané. C'est instantané. Il n'y a pas eu de cheminement, il n'y a pas eu de stress lié au cheminement. Instantané. C'était naturel. Monter une ONG, c'est aussi bâtir une équipe, oui. L'animer. Oui. Comment est-ce que vous avez structuré No Water No Us la genèse? Je pensais que je passerais 20% de mon temps dans l'ONG et 80% dans la société. Et aujourd'hui, je passe 80% dans l'ONG. Donc, des bénévoles, forcément. La genèse... Comment on gère des bénévoles? Comment on gère des bénévoles? Je veux dire, est-ce qu'il y a une différence certaine entre la façon dont on gère des bénévoles et des salariés? Il faut les embarquer. Un salarié qui n'est pas embarqué a la récompense du salaire. Donc, on peut être plus exigeant. Un bénévole, il marche uniquement s'il est embarqué dans le projet. Donc, ça veut dire comment faire en sorte que les actions de l'ONG aient un minimum de priorité dans ses actions à lui. Parce que sinon, le risque, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une autre priorité, l'ONG est mise de côté. Donc, c'est vraiment embarqué. Embarqué, puis pendant 2-3 ans, j'ai fait tout seul. Donc, les premières personnes que j'ai embarquées m'avaient déjà vu faire. Et c'est plus simple. En fait, je pense que dans une ONG, on embarque par l'action, pas uniquement une promesse, pas que dans les mots. Exactement. Et vous êtes combien aujourd'hui? On a une 60aine d'ambassadeurs, un peu partout dans le monde. Et votre parcours est multiple, je le disais aussi en introduction, conférencier, entrepreneur, fondateur de l'ONG. Comment est-ce que ces rôles se complètent et comment est-ce qu'ils influencent votre façon de manager finalement? Tout est dans l'eau. Donc l'avantage, c'est que l'ONG est dans l'eau. Les conférences que je donne, c'est uniquement ou quasiment les enjeux liés à l'eau. On me demande parfois d'intervenir parce que j'ai créé plusieurs sociétés. Donc en tant qu'entrepreneur, j'ai fait 20 ans dans le digital. Donc on me demande parfois d'intervenir dans le digital. Mais depuis quelques années, avec l'eau, j'ai trouvé ma place dans ce monde de fou. Donc tout ce que je fais est pour l'eau. Et finalement, il y a beaucoup d'interactions en fait entre. Parce que quand je suis invité dans un événement majeur, que ce soit au G20 des entrepreneurs, aux Nations Unies en tant que conférencier, forcément, je parle aussi bien de l'ONG que de la partie industrielle. Et quand je suis dans un rendez-vous business, c'est pareil, les autres sujets sont toujours présents. Donc finalement, j'enlève pas une casquette pour en mettre une autre, j'ai constamment les trois sur moi. En préparant cette émission, vous avez évoqué une anecdote, plusieurs d'ailleurs, merci, c'était riche, celle d'un puits détruit par les femmes elles-mêmes dans un village africain pour préserver leur moment de liberté. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Alors, c'est une anecdote que j'ai même pas vécue, mais la façon dont on me l'a racontée, puis les personnes qui l'ont vécu, que je connais très bien, c'est comme si je l'avais vécu en fait, parce que ça me rappelle beaucoup de choses qu'on a vécues nous dans l'eau. Ils avaient fait une installation pour un puits, pour des femmes qui devaient marcher quasiment, je crois, 2 heures aller, 2 heures retour, pour aller chercher de l'eau. Parce qu'il n'y avait aucun point d'eau dans le village, il n'y avait pas de source, etc. Et finalement, au bout de quelques semaines, les femmes l'ont détruit. Donc eux, ils n'ont pas compris pourquoi. Ils se sont dit, bon, ils ont reconstruit le puits, il a été détruit de nouveau. Et puis à un moment donné, ils ont pris les femmes à part, et ils ont essayé de comprendre, dire, mais pourquoi? Parce que, ça a coûté de l'argent, vous avez quand même l'eau, c'est quand même beaucoup plus simple, vous évitez de marcher, etc. Et vous ne prenez pas de risque entre les agressions, les viols qu'on peut avoir sur la route, parce qu'en Afrique, typiquement, c'est les femmes et les enfants qui vont chercher l'eau. Et en fait, les femmes ont expliqué qu'elles perdaient un moment de vie. Donc effectivement, elles avaient l'eau pour survivre, mais qu'elles avaient l'impression de ne pas vivre parce qu'elles avaient cette demi-journée entre l'aller, le retour et le moment là-bas, entre femmes. Elles pouvaient dire ce qu'elles voulaient, elles n'avaient pas leur mari sur le dos, ni la maison à gérer, ni les contraintes liées à un foyer, etc. Donc en fait, c'est juste qu'elles perdaient une liberté. Et c'est là que tout d'un coup, moi en tout cas, ce que ça a inspiré chez moi, c'est que l'eau, c'est presque plus que la vie. On dit l'eau, c'est la vie, finalement, l'impression que c'est plus, ça amène toute une vie commune, communautaire, etc. Donc finalement, il a fallu trouver un moyen. Ça, c'est la réponse que je lui ai donnée, parce qu'après, lui, il était bloqué sur cette situation-là. Je lui ai dit, mais en fait, crée une coopérative autour de ça, où elles ont ces moments-là, juste recrée-leur un moment. Donc, effectivement, l'eau, c'est plus que la vie. Et ça, c'est une anecdote qui a été déterminante dans votre vision et appréhension du sujet. Dans la façon de faire. Il y a eu un avant et un après cette anecdote? Il y a eu un avant et un après. Il y a eu un avant et un après. Cette anecdote a changé beaucoup de choses.
Alors, dans l'ONG, on a envoyé 4 jeunes étudiants faire le tour du monde à vélo. Et, cette anecdote a fait que le sujet le plus important que j'ai échangé avec eux, c'est vous n'avez aucune leçon à donner. Vous arrivez, vous observez, parce qu'ils ont quand même traversé. Parce que c'était quoi le but de cette En fait, épopée? c'était faire le tour du monde à vélo pour l'eau. Donc, c'était une mission de sensibilisation qui a duré 17 mois, 20 pays traversés, avec des installations solidaires en Thaïlande, Malaisie, Indonésie. Donc à chaque fois, il y avait un Inde. projet à mettre en place? Il y avait systématiquement des projets sur place. Il y a un challenge sportif, parce que c'est ce qui permet de sensibiliser. Mais on a intervenu dans plein de pays avec les écoles, les native people, les peuples premiers en Malaisie. Mhm. Et cette anecdote a fait que j'ai passé un temps fou à dire aux jeunes, surtout, vous n'avez pas de leçon à donner. Vous Oui. êtes là pour apprendre. Pour rester Une fois que humble. vous avez bien compris comment ils vivent, quelle est leur relation à l'eau, là, vous pouvez éventuellement essayer de penser à une solution avec ce que vous avez en tête. Donc cette anecdote a changé un peu la perception de toutes les installations solidaires qu'on fait. L'écoute et la transmission, vous venez de le dire, semble centrale dans votre Oui. approche du management notamment, puisqu'on est ici Tout à pour fait. parler de management. Dans quelle mesure est-ce que ça guide vos décisions aujourd'hui? Systématiquement, ça veut dire que tous les ambassadeurs ou les nouveaux bénévoles qui viennent, moi je leur demande toujours d'avoir une contrepartie. Parce que beaucoup de gens viennent en disant non, c'est juste, c'est bien ce que vous faites, j'ai envie de m'embarquer. Et ça suffit pas d'embarquer Non. avec une vision? Pour moi, ça ne suffit pas. Pourquoi? Pour moi, ça ne suffit pas parce qu'on doit toujours avoir une contrepartie. C'est pareil, c'est du vécu, que ce soit en entreprise, on a une contrepartie qui s'appelle le salaire. Là, il faut trouver d'autres contreparties. Oui. On ne parle pas forcément argent, ça peut être une contrepartie, une richesse intérieure. C'est quoi la contrepartie d'un bénévole alors? C'est à lui de l'exprimer, justement. Chacun est différent. D'accord. Certains vont dire Malek, moi, j'aimerais intervenir dans tel pays, emmène-moi sur une des actions localement pour aider les plus démunis. D'autres vont dire tu organises des grands événements, moi, je fais participer à ces événements, je rencontre du monde, j'augmente mon réseau. Donc chacun peut avoir une contrepartie différente. Mais s'il n'en trouve pas, le temps a montré que ça ne marche pas. Je pense que dans le management, c'est pareil. Quand vous recrutez des bénévoles, Oui. C'est Je leur demande systématiquement. un incontournable. C'est un incontournable. D'accord. Systématiquement, qu'est-ce que vous attendez? Et d'ailleurs, je pose moi la question avant de leur exposer ce que fait Nowater, c'est qu'est-ce que vous attendez, vous? Oui. Sinon, c'est prendre le risque que son engagement ne sera pas pérenne. Alors, je ne sais pas si le risque, c'est un engagement pérenne ou pas pérenne. Enfin, c'est comme, en fait, on peut faire le parallèle avec l'entreprise. On a un salaire, mais le salaire peut satisfaire pendant un certain temps, puis tout d'un coup, c'est plus assez. Donc, finalement, ce n'est pas une question de pérennité, il s'impliquera beaucoup plus si la contrepartie qu'il estime être bonne pour lui convient. Donc, si demain, un salarié est content de son salaire, il travaille un peu mieux qu'un salarié mécontent. Pour les bénévoles, en fait, ça marche exactement pareil. Il faut trouver ce qu'ils en attendent en retour. Vous m'avez aussi dit que votre fille vous accompagne dans vos réflexions et relit parfois vos publications. Tout à fait. Pourquoi cette démarche? Alors, ma fille et mon fils, effectivement, m'accompagnent souvent. Il faut écouter les enfants. En fait, les enfants, contrairement à l'adulte, il y a une image simple. Quand en tant qu'adulte, on se met devant un miroir en danse, on se regarde. Comment je danse? Est-ce que c'est bien, pas bien? Un enfant s'en moque totalement. Donc, ils ont encore cette innocence. Et je trouve que cette innocence. J'imagine que si elle relit vos posts, c'est qu'elle est plus si jeune. Elle a 15 ans. Oui. Mais à 12 ans, je l'écoutais déjà. À 12 ans, et j'ai plein d'anecdotes avec elle. Enfin, je peux vous en raconter une si vous voulez, mais on a eu des discussions un peu lunaires qui ont même changé ma façon à moi de faire les choses. On était dans le jardin et on a un cerisier dans le jardin. On a la chance d'avoir un cerisier. Et les pigeons s'en régalent. Et puis, on était un peu comme tout le monde. J'ai pris une branche et puis je l'ai jetée sur le cerisier. Je voulais faire de mal à personne. Parce que quand je coupe un arbre ou une branche ou quand je tue un moustique, ma fille pleure. Donc forcément, juste les éloigner, quoi. Juste les éloigner. Et là, ma fille est venue en me disant, mais pourquoi tu fais ça? Je lui dis, écoute, ils ne donnent pas beaucoup cette année, donc on garde les cerises pour nous. Elle me dit, mais eux, ils ont quoi? Je dis, mais c'est mon jardin, c'est mon jardin. Moi, j'ai envie d'avoir des cerises. Elle me dit, oui, mais eux, c'est où leur jardin? Je dis, écoute, ma chérie, c'est ma maison, c'est chez moi. Moi, je l'entretiens, j'aimerais juste avoir des choses. Elle me dit, mais c'est où à eux leur maison? En fait, c'est une discussion sans fin. Et en fait, la prise de conscience, c'est dire, oui, même si ça paraît être à moi, non, en fait, c'est pas à moi. C'est commun. Donc, effectivement, je trouvais ça, cette image d'avoir ma fille, l'arbre et l'animal, c'est-à-dire le monde végétal, le monde animal et le monde des humains. Effectivement, oui, ça marche comme ça. Donc, toutes ces interactions sont venues du fait que je les implique aussi beaucoup. On avait fait un spectacle pour sensibiliser à l'eau. On a eu le label Saison Africa 2020.
C'est ma fille qui a clos le spectacle en 3 minutes. Elle a fait son discours toute seule. Elle a- Future leaduse. Je ne sais pas, parce qu'elle a énormément pleuré. Ok. Et moi, je suis parti derrière elle. Je dis, ma fille, je l'ai déjà vue à l'école, elle ne pleure pas sur scène. Et en fait, je lui dis, ça y est, elle m'a pourri mon spectacle. En fait, ça fait 1h30 que j'ai fait ça fait 2 ans que je prépare. Et en fait, je vais derrière, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, c'est par rapport à tout ce que j'ai entendu. Et en fait, 80% de la salle est venue me voir après, dont des politiciens, hein, avec les larmes aux yeux. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, les enfants ont raison. Donc, d'où cette implication. Oui, il y a une démarche effectivement, pure, effectivement. Exactement. Voilà. Pour aller plus loin dans votre parcours, entre 2010 et 2017, vous traversez une période très difficile. Maladie, justice, Oui. dépression, agression. Oui. Comment est-ce que vous avez trouvé la force de surmonter ces épreuves? Je reviens à mes enfants. Oui. Ouais. Non, enfin, on dit souvent que l'inspiration, c'est les gens qu'on veut copier. À mon sens, l'inspiration, c'est pour qui tu fais tout ça. Donc, mon inspiration, elle a 2 prénoms, Jade et Enzo. Voilà, pas plus. Cette émission est pour ça eux. m'a suffi largement. Vous avez refusé également, c'est un florilège d'anecdotes, plusieurs millions d'euros pour monter une entreprise concurrente Oui. contre votre associé. Tout à fait. C'est un choix qui a été instinctif ou c'était une décision réfléchie? Instinctif parce que il faut un peu de morale dans tout ce qu'on fait. Enfin, je trouve qu'à un moment donné, tu rentres chez toi, tu te regardes dans la glace. Est-ce que tu es capable de dormir ou pas? En faisant ce genre de choses, moi, je suis incapable de dormir. Et comme le sommeil, c'est le seul carburant de l'être humain, j'y tiens. Donc non, c'était instinctif. Et pourtant, il n'y avait pas eu d'hésitation. Cet associé que vous avez refusé de trahir, lui vous a arnaqué. Ça fait partie de toute la vie des Qu'est-ce que vous retenez de cette histoire finalement? Je crois que c'est Nelson Mandela qui a dit soit on gagne, soit on apprend. J'ai énormément appris. Donc je retiens énormément de choses parce que alors, je fais partie des gens où souvent on pose toujours la question entre la destination et le trajet, tu préfères quoi? La compagnie. La compagnie de très très loin. Donc en fait, peu importe la destination, peu importe le trajet, peu importe que tu gagnes ou tu perdes, c'est avec qui tu vis tout ça. Donc ce que je retiens, on avait monté une très belle société qui allait très très haut. Donc ça, c'était avant No Water No Ice, c'était avant toute l'aventure eau, etc. Voilà. Et effectivement, ça s'est très très mal fini. C'est comme ça. Mais ça fait partie de l'apprentissage de l'entrepreneur. La société faisait quelques dizaines de millions, donc on avait fait un beau projet. Et puis l'un dans l'autre, une très belle aventure merci. est née de ses cendres. Mais enfin, je gagnais beaucoup d'argent. Mais maintenant, c'est plus une histoire d'argent. Donc finalement, je suis beaucoup plus serein. Quand on parle de mission de vie, de sens, moi, c'était vraiment, authentiquement, vous pouvez le dire aujourd'hui que merci. Le fait de faire quelque chose qui a plus de sens. Ça change tout. Non, ça change vraiment tout. Mais ça change quoi dans votre tête de dirigeant? Tu peux travailler plus, déjà. Pourquoi? Parce que ça a plus de sens, parce qu'on y met ses tripes. Tu n'as pas l'impression de travailler? Non, tu n'as pas l'impression de travailler. Avant, je travaillais avec cet objectif de gagner de l'argent. Ça veut dire que la priorité, c'était le modèle économique. S'il n'y avait pas d'argent, il ne fallait pas faire. Aujourd'hui, la réflexion, se dire mon action doit être bonne. Si elle est bonne et qu'elle a un impact sociétal, qu'elle a un impact environnemental, même dans la partie business, là, on met un modèle économique dessus. Et si le modèle économique n'est pas rentable, on le change, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve le bon modèle. Et si au bout d'un moment, il n'y a pas de modèle économique, ok, on va aller jeter un coup d'œil sur l'action. Alors qu'avant, c'était une course effrénée pour juste faire du chiffre. Là, tout d'un coup... Et vous diriez que vous n'étiez pas spécialement heureux, en tout cas moins. Alors, je ne sais pas s'il y a une comparaison à avoir, je ne savais pas. Oui. C'est difficile de dire dans le sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'y reviendriez pas puisque jamais. vous faites ce que vous faites. Jamais. Mais à l'époque, vous n'en aviez pas forcément conscience. Non, je n'avais pas conscience. Enfin, pour moi, c'était une normalité, en fait. Mais aujourd'hui, non. Le fait de donner du sens et surtout de ne pas faire semblant. D'être aligné avec ce que vous faites. Exactement. Je crois que Kafka avait dit la honte à moi, la vie est un cirque et je suis sorti avec mon vrai visage. En fait, c'était ça avant. J'avais un masque et j'avais mon rôle d'entrepreneur, etc. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Autre anecdote, encore une. Votre grand-mère vous a transmis 2 phrases qui vous accompagnent au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous les partager et nous dire dans quelle mesure elles vous guident ou vous ont guidé? Alors, je ne sais plus quelle anecdote je t'ai partagée, parce que j'en ai énormément avec ma grand-mère, côté maternel. S'il en est une, en tout cas. Alors, s'il y en a une, c'est... il y en a une, en tout cas, que je ne peux pas oublier. Je pense que même les deux, à mon avis, je les connais. Mais la première, c'est dire qu'une montagne, ça met des milliards d'années à se construire. Et un séisme, il n'y a plus rien. Donc,
quoi que tu fasses, où que tu sois, ne crois pas que tu es trop haut ou plus haut que tout le monde, etc. Parce que c'est très très difficile de monter, mais tout peut s'écrouler en une seconde. Donc toujours être vigilant. Donc ça c'est la première phrase. Est-ce que j'ai bon ou pas? Ouais. Bon, Oui, c'est vrai, voilà, c'est parce ça. que je ne savais plus ce que je t'avais envoyé. La deuxième, c'est peut-être un peu prétentieux, mais elle m'a dit, t'inquiète pas, tu es sous une bonne étoile. Donc quoi qu'il arrive, ça ira à Mais la vous fin. sauriez dire pourquoi aujourd'hui elle l'a dit? Le fait de monter, et puis ça s'écroule en une seconde, je l'ai vécu. Non, 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 le fait que vous soyez né sous une bonne étoile. Malgré, Elle vous l'a dit enfant? elle me l'a dit enfant. Mm. Elle m'a dit plusieurs choses enfant. Tout ça, non, de toute façon, tout ça, c'est avant que j'arrive en France. Hein. Mhm. Donc, avec toutes les difficultés de traverser, ouais, je comprends ce que ça veut dire en fait. Ouais. Ouais. Après, est-ce que, voilà. C'est Mm. des croyances. Ouais. Ça reste des croyances. Toujours dans la mâle anecdote, l'histoire du pêcheur mexicain qui a changé votre vie et vous a poussé à partir vivre aux Antilles. Tout à fait. Que raconte-t-elle cette histoire et à quel point Je vais essayer de elle la vous a faire marqué? vite parce qu'elle est longue. Oui. Hein. Elle est très très Oui, c'est longue. vrai qu'on n'a cette pas un histoire, temps mais infini. exactement, Mm. elle est magnifique. Effectivement, après mon DESS, ça s'appelait un DESS à l'époque, je me voyais travailler dans un grand groupe, etc. Et puis je suis tombé. Je suis ingénieur télécom de formation et j'étais en train de discuter chez des amis. Et puis le père d'une copine me dit, tu fais quoi? Je dis, je fais de l'électronique. Il me dit, ah c'est bien, CAP, BEP. Je dis non, non. Et puis on parlait d'autres choses. Et puis à un moment donné, il me dit, mais non, mais tu fais pas CAP ou BEP. Et moi, je ne vous ai jamais dit ça. Je dis non, je fais un DESS. Et là, tout d'un coup, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Donc j'ai répondu, je veux gagner de l'argent. Il m'a dit, pourquoi faire? Et en fait, j'ai bugué. Parce que je me suis dit, si je lui dis que je veux acheter une grande maison, une belle voiture, je retombe sur la vie qu'il a vue de moi au départ. Donc en fait, je ne savais pas quoi lui répondre. Alors la réponse aujourd'hui, je la connais, parce qu'il m'a fallu, je pense, une vingtaine d'années pour l'avoir. Depuis l'eau d'ailleurs. Il me dit, je vais te raconter une blague. Il me dit, tu connais l'histoire du pêcheur mexicain? Alors je vais essayer de la faire très très court. C'est un pêcheur qui vit sur une île à côté du Mexique. Le matin, il va pêcher. Le midi, il revient. Sa femme revient avec les enfants à l'école. Ils font un barbecue. L'après-midi, il fait une sieste. Puis il va pêcher le soir. Sa vie se résume à ça. Un milliardaire américain vit dans une grande maison à côté. Puis un jour, il va le voir. Il lui dit, je veux t'acheter ton poisson. Il dit, mais pourquoi faire? Écoute, je suis milliardaire. Moi, je paye le prix qu'il faut parce que tu pêches avec amour. Tu mets de l'amour dans ce que tu fais. Je suis sûr que ton poisson, il sera meilleur que... Oui, mais ok. Ensuite, ensuite, tu pêches un peu plus. Et puis, il y a 3-4 maisons. Et si tu vends. Ensuite, après l'hôtel. Ensuite, après, tu fais dans tout le pays, chalutier, etc. Écoute, fais-moi confiance. Je m'appelle un tel. Je sais déceler les talents. Tu vas devenir l'homme le plus riche du monde avec du poisson. Il dit, ouais, mais ensuite, après, tu achètes plein de chalutiers. Tu es partout dans le monde. Ensuite, après, tu fais comme moi. Regarde, j'ai une maison. J'habite en bord de mer. Le matin, je me lève, je vais nager, je vais pêcher un peu. Le midi, je mange avec ma femme et mes enfants. L'après-midi, je fais une sieste. Il était en train de lui décrire sa vie, en fait. Et là, je me suis dit, mais si la vie, c'est ça, moi, je vais aller vivre la fin de la mienne. Donc, je vais aller sur une île avec une maison pendant quelques années. Donc, j'ai vécu la fin de ma vie. Mais vraiment sur cette anecdote? Sur cette anecdote, je suis parti. J'ai tout plaqué, j'ai tout arrêté. Je suis parti 4 ans aux Antilles. Et première leçon de vie, même au paradis, tu t'ennuies. Ouais. Même au paradis. Pourquoi? Et c'était quoi la vie là-bas? Je donnais des cours à la fac, donc je travaillais 15 heures par semaine, je faisais beaucoup de voiliers, c'était vraiment bien. Mais, donc ça, c'était même avant c'était l'entreprise 98, 2002. oui, Non, c'était d'accord. juste avant. L'entreprise est venue juste après, la première entreprise. Non, tu t'ennuies, en fait. Enfin, tu t'ennuies. Mais vous viviez de quoi? Je travaillais. D'accord. Non, je donnais des cours à la fac. Oui, d'accord. Et, j'étais, Okay. En fait, j'étais DSI d'un institut de formation Bac plus 2, Bac plus 5. Donc non, je travaillais 13 à 20 heures par semaine, je gagnais bien ma vie. Le corps était actif, mais le cerveau s'ennuyait. Alors, je crois que j'ai dû lire quelques centaines de livres pendant ces années-là, mais mon cerveau avait besoin de plus. Donc, même au paradis, tu t'ennuies. Il faut s'occuper. Ça me rappelle l'anecdote, en fait, finalement, des femmes avec le puits qui l'ont cassé. Ouais. Il ne faut pas s'ennuyer. Et donc, vous décidez de revenir à Paris? L'associé avec qui on a monté la société est venu me voir 2 fois aux Antilles. Il m'a dit, il faut absolument que tu viennes, il faut qu'on fasse ce projet-là ensemble, parce que j'avais fait mes études avec lui. Et donc, finalement, 1 fois, 2 fois, et puis au bout de 3 fois, je suis rentré à Paris, on a fait ce projet-là. C'est quand même beaucoup de rebondissements. Oui. Aujourd'hui, vous diriez que c'est quoi votre philosophie de vie au sortir de toutes ces expériences? Ça va aller. Tout passe. Tout passe. Vraiment, tout passe. Je crois que en 2016-2017, après
mon école de la vie, parce que j'aime bien l'appeler Ouais, comme ça, ouais. j'étais tombé sur une phrase de Shakespeare qui disait je suis toujours heureux, vous savez pourquoi? Parce que j'attends jamais rien de personne. Et en fait, j'ai plongé dans cette philosophie en me disant, j'y vais tout seul, en fait, 2016, 17, 18, 19, 20, enfin, je dis, ok. Puis C'était finalement, une longue période quand même. c'est une longue période. Ouais. Mais j'ai avancé, hein, j'ai créé plusieurs sociétés, etc. Et puis finalement, en fait, j'en reviens au fait que toutes nos actions perdent leur saveur avec le temps si on ne les partage pas. Et donc je me suis dit, mais en fait, Shakespeare, il a juste oublié un truc, c'est qu'effectivement, on peut être heureux quand on attend une personne. Mais en fait, si on n'a personne, on est quoi qu'il arrive malheureux. Donc l'idée, c'est de dire, ok, comment je peux ne rien attendre des autres et en même temps, je veux quand même faire avec les autres. C'est comme dans un couple, en fait. Finalement, on ne peut pas aimer pour deux. Donc, en fait, ma philosophie, c'est celle-là. Où les deux parties ont envie et on y va, où il y a un doute et il vaut mieux arrêter tout de suite. Mais vraiment, je trouve que l'image du couple est la meilleure. On ne peut pas aimer pour deux. Si tu aimes l'autre passionnément, mais que lui pas, ça ne marchera pas. L'inverse ne marchera pas non plus. Donc la philosophie, c'est de dire, on fait les choses si tout le monde est aligné et que ça se passe bien. Sinon, pourquoi perdre son temps? Et donc ça veut dire que pour vous, toute personne doit faire un travail qui a un sens finalement? Question difficile parce que je ne peux pas souhaiter aux autres de vivre ce que moi j'ai vécu, parce que ça reste quand même difficile. Donc honnêtement, une fois on m'avait sollicité pour me dire, il faudrait que tu racontes ta vie dans un livre, parce que le 2010-2017, j'en ai jamais parlé. Et j'en parlerai pas. Hein. Mais on m'avait dit, il faut vraiment écrire là-dessus, parce que c'était quelqu'un qui, lui, connaissait le détail, etc. Et je lui dis, mais je ne sais pas comment le partager. Il y a le proverbe coréen qui dit une chose que tu as vue 1000 fois. J'ai plein de proverbes. Ouais, c'est comme ça. c'est la roulette à proverbes. C'est exactement. Un truc que tu as vu 1000 fois ou qu'on t'a raconté 1000 fois ne vaut pas quelque chose que tu as vécu une fois. Bien sûr. Donc finalement, moi, j'ai vécu tout ça. Oui. Mais si je peux le partager et que ça sert aux autres, oui. Mais finalement, ils ne l'auront pas vécu. Donc... je ne sais pas, j'aurais peur presque de créer plus de frustration chez les gens qu'autre chose en disant non, vous devez avoir un sens. Non, oui, après, ça peut être une forme de pression aussi, de pression sociale. Exactement, et ça, je la souhaite de faire pas. un métier qui a forcément un sens. Je ne la souhaite pas parce que j'estime qu'après... C'était votre cheminement à vous en tout cas. C'était mon cheminement, mais je ne l'ai pas choisi en fait. C'est la vie qui a choisi pour moi, donc je ne peux pas Non, reprocher mais je veux à dire, quelqu'un, aujourd'hui, vous réalisez dans un projet qui a un sens véritable. Tout à fait. Par contre, ça change les choses, ça c'est une certitude. Si les gens peuvent le trouver, on se rapproche déjà de la fin, mais j'ai quand même une question sur la dimension passion, parce que dans une ONG, la passion, c'est un moteur, mais ça peut aussi peser sur les équipes. Comment est-ce qu'on entretient au quotidien la motivation, l'engagement? Alors, me concernant, vu que je ne fais pas semblant, j'ai vraiment pas de... J'ai mille bonnes raisons, enfin comme tous les business, hein, tous les soirs on se couche avec 1000 bonnes raisons de fermer et une devrait suffire pour repartir avec la même énergie, le même sourire. Le plus compliqué, effectivement, c'est de garder les troupes motivées. Et puis finalement, tu te rends compte que c'est un peu comme en entreprise, il faut gérer l'ego et le plus compliqué à gérer reste l'humain. Donc c'est... Bon, on a une vingtaine d'athlètes de haut niveau qui sont avec nous, donc on a... entre guillemets, ce petit avantage d'avoir embarqué, fédéré beaucoup d'athlètes de haut niveau qui sont présents à nos événements. Et c'est quoi la plus-value? La plus-value, c'est que eux, ils savent ce que c'est que la compétition, ils savent ce que c'est que le sacrifice, ils savent ce que c'est que travailler dur. Ils ont un rapport à la contrainte et à l'engagement. Moi, je trouve que le parallèle sportif entrepreneur est magnifique. Oui, ils ont vrai. Il revient très souvent d'ailleurs. Et ils sont capables d'ailleurs de s'entraîner pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, et puis le résultat, il arrive qu'après. Donc finalement, ils m'aident aussi à transmettre ça aux équipes. Et ça, je vais pas... ça aide énormément. Ça aide énormément. C'est-à-dire qu'il faut une partie du travail pour moi. Après, c'est inspirationnel. Exactement. Mon rôle à moi, c'est de faire en sorte qu'il se passe toujours quelque chose. Je reviens encore sur l'ennui. On a envoyé des alpinistes en Bolivie, les 4 jeunes qui ont fait le tour du monde, 9 ingénieurs en Algérie pour travailler sur le lien eau-huile d'olive. Donc il y avait 7 nationalités avec une île à salle. Enfin, on fait non-stop des actions. Là, on a mis en place des talks. Donc c'est des événements, on réunit beaucoup de monde. Premier à Paris avec Cadillac, donc on avait tout leur showroom. Deuxième avec EY et CJD à Tunis. Donc on a réuni tout l'écosystème de l'eau tunisien. Donc voilà, il faut toujours qu'il se passe quelque chose. Et toujours positif. Ça veut dire que tu ne peux pas embarquer les gens dans un message négatif. Je ne sais pas si tu as des amis qui fument, mais si tu leur demandes quelle image il y a sur le paquet, ils ne sauront pas. Personne ne sait parce que personne ne veut voir la mort. Si tu mets un mannequin homme et une mannequin femme, des athlètes qui font beaucoup de sport en disant lui ne fume pas, elle ne fume pas, je suis sûr que les gens regarderaient la photo plus souvent, ils arrêteraient de fumer. Donc le message doit toujours être positif.
Très bien, merci beaucoup Malek, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci Malek Semar d'avoir partagé votre parcours, votre vision riche avec nous. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.